Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui avec tous les bénévoles de la Fondation qui sont ici présents. Nous sommes très heureux de vous recevoir et nous vous remercions pour votre présence pour cette nouvelle soirée annuelle 2025 de la Fondation Jérôme Gagné. Alors cette année, nous avons souhaité un peu innover en vous présentant un nouveau format de soirée inédit, c'est-à-dire en vous présentant une émission de radio qui sera effectuée en live, animée par Making Wave. Making Wave, pour certains d'entre vous, vous le savez peut-être déjà, est une association que la Fondation suit depuis maintenant 3 ans, qui est soutenue et accompagnée par la Fondation Jérôme Gagné. Et c'est une association qui crée des espaces d'expression et de dialogue par la radio, afin de promouvoir les droits humains, l'inclusion sociale, professionnelle et culturelle. Making Wave conçoit, produit et diffuse des programmes participatifs et des podcasts dans le monde entier, grâce à sa radiobox, ici présente. C'est un studio radio mobile conçu pour donner la parole à tous. C'est par ce support qu'elle contribue à l'insertion professionnelle. Et aujourd'hui, cette association, ici présente, qui est représentée par Amélie et Alexandre, accompagne une dizaine de personnes en insertion professionnelle. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous les accompagnons avec la Fondation. Donc c'est avec un très grand honneur et un grand remerciement que j'introduis Amélie, ici présente, et Alexandre, qui vont être les animateurs de cette soirée un peu particulière. Et je leur passe le relais pour cette belle soirée. Merci. Alors attention, comme il s'agit d'une émission de radio, je vais d'abord envoyer un générique. Making Waves. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. C'est un immense plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la soirée annuelle de la Fondation Jérôme Gagné. Merci tout particulièrement à l'Université catholique de Lille de son accueil, comme chaque année, dans ce lieu qui est particulièrement chaleureux, inspirant. Et on croisait tout à l'heure les étudiants et on voit à quel point ça bouillonne et c'est super d'être dans un endroit comme celui-ci. Merci également à vous tous d'être présents, bénévoles, porteurs de projets, partenaires, donateurs, toute la communauté de la Fondation qui est réunie ce soir. Et c'est bien de se réunir et d'être ici ensemble. Et on salue évidemment ceux qui nous suivent aussi sur Zoom. Et donc on va ouvrir ensemble cette soirée émission de radio avec Didier, Anne-Laure et Blandine qui sont avec nous pour ce premier plateau. Alors Didier, on va commencer avec vous. Bonsoir Didier Payon, vous n'avez pas encore de micro. Vous êtes délégué général entreprise, partenariat et fondation à la Cato, ici à l'université. On est chez vous. Merci pour la mise à disposition de ce bel espace qu'est le Théâtre Salon. On est chez nous tous. On est chez nous tous. Parce que cette maison appartient à tout le monde. C'est ça, c'est une université. Blandine Mullier, vous êtes, présidente de la Fondation Entreprendre, une fondation qui abrite la Fondation Jérôme Gagné, qui défend des valeurs de générosité, de bienveillance et d'entrepreneuriat social. On va discuter de ça ensemble tout de suite. C'est tout à fait ça. Bonsoir. Bonsoir. Et Anne-Laure qui est avec nous, présidente de la Fondation Jérôme Gagné. Et Anne-Laure et Didier, c'est peut-être à vous que je voulais m'adresser en premier pour démarrer notre émission. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu quelles sont les valeurs pour vous qui sont communes et qui rapprochent la Cato et la Fondation ? Alors, moi, quand on me pose la question de quelles sont les valeurs qui animent déjà la Fondation Jérôme Gagné, et que je regarde dans le rétroviseur depuis 5 années maintenant parcourues au sein de la Fondation Jérôme Gagné, il y a une valeur particulière qui ressort, c'est l'engagement. L'engagement de toutes les personnes qui œuvrent dans cet univers de la Fondation Jérôme Gagné. Je pense à tous les bénévoles qui œuvrent au sein du comité de pilotage, à ceux qui œuvrent au sein du COMEX, à tous les mentors qui sont là aux côtés des porteurs de projets. Je pense aussi aux donateurs qui permettent à ce que nous puissions œuvrer aux côtés des porteurs de projets. Sans eux, rien ne serait possible. Et je pense évidemment aux porteurs de projets dont l'engagement est complètement fou. Voilà. Et cet engagement vécu, il est vécu en équipe à tous les niveaux que je viens de citer.
dans le comité de pilotage, on est toujours ensemble à prendre des décisions, même si il y en a un qui est plus responsable de l'administratif, d'autres des donateurs. On prend toujours nos décisions ensemble et on vit vraiment une grande fraternité au sein de ces équipes. Quand je pense aussi aux mentors, eux aussi évoluent en équipe, puisqu'on a souhaité depuis le début à ce que les mentors agissent par binôme auprès des porteurs de projets, parce qu'on a besoin d'être plusieurs pour aller plus vite et plus loin. Et je pense que pour les porteurs de projets, c'est aussi un réel appui d'avoir 2 personnes, et les mentors en parleront tout à l'heure. Voilà. Et puis, cette valeur qu'on partage évidemment aussi avec l'Akato, elle s'appuie par le moteur qu'on a en commun, je pense, et tu me diras, Didier, si je dis vrai, c'est cette foi en l'avenir, cette foi en l'homme et cette foi en l'avenir. Tous, si on s'est engagé au sein de cette fondation, auprès des porteurs de projets, c'est parce qu'on croit en leurs projets, on croit à tout ce qu'ils font, pour que l'homme qui a été laissé sur le côté, puisse retrouver une vraie place. Voilà. Et Didier, je pense que, voilà, en termes d'engagement pour l'avenir, on croit en cet avenir qui peut être meilleur. Et je pense que ce que vous venez de vivre ces derniers jours en sont un énorme témoignage. En effet, pendant 3 jours, on a eu l'occasion d'accueillir pendant 2500 personnes autour des futurs possibles. Voilà, donc plein de conférences de tout style. Alors, c'est vrai que je retrouve complètement à Nord. Pour moi, il y a 3 mots qui justifient notre collaboration. 3 mots qu'on a tous les jours, que ce soit dans notre gestion de l'Akato, que ce soit dans nos projets pédagogiques. C'est entreprendre, c'est l'altérité et la fragilité, et la question de la joie de faire. Et d'abord, entreprendre, c'est-à-dire c'est oser, s'engager. C'est dans un contexte où, oui, mais c'est pas possible, oui, mais c'est compliqué. Non, ose, engage-toi. Si on ne le fait pas à 20 ans, comment on va le faire? Donc voilà. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a toujours surpris aussi depuis qu'on se connaît, c'est ce côté de s'engager, d'entreprendre là-dessus. Ça marche pas, qu'importe, on réentreprend. Et voilà, c'est cette première chose. La deuxième chose, et c'est au cœur de notre histoire, au cœur de notre ADN, c'est la fragilité. Quand on a des hôpitaux, quand on a des EHPAD, la question de la fragilité, c'est pas uniquement sur ce domaine d'activité, mais c'est aussi au cœur du quotidien de nos étudiants. Quand ils s'engagent autour de la fragilité, que ce soit celle de la planète, soit celle de l'économie, ou celle de l'homme, tout simplement, quoi. Et notamment des étudiants. Les étudiants, certains sont en très grande fragilité aujourd'hui. Et ça, c'est un vrai sujet sur lequel aussi ça nous tient tous les jours de dire comment intègre-t-on dans la fragilité, dans nos modèles, dans nos cours, dans notre enseignement, dans notre réflexion. Et comment tout ce que l'on fait dans nos hôpitaux et nos EHPAD, ça peut être aussi une source d'inspiration. Notamment, hier à Ecopos, pour clôturer Ecopos, il y a eu un fabuleux ballet qui était mené par des étudiants et par nos résidents d'EHPAD. Ils ont fait un ballet chorégraphié hier après-midi, voilà, pour clôturer, et ça montre aussi cette notion de fragilité. Et puis un sujet, c'est la joie du faire. Moi, aujourd'hui, je trouve qu'il nous manque de la joie. Et si aujourd'hui, on n'est pas dans la joie du faire, si on ne regarde pas ce qu'on arrive à faire, sinon l'homme meurt, quoi. Et c'est clair qu'il faut être dans la foi du faire et la joie du faire. Et ça, c'est pour moi 3 éléments fondamentaux que l'on retrouve dans la Fondation Jérôme Gaillet. Et c'est une des raisons pour lesquelles on est toujours, chaque année, hyper heureux d'accueillir tout le monde, toutes les équipes, quoi. Entreprendre, fragilité et joie. Merci beaucoup. Et à vous entendre, on comprend à quel point ce partenariat il est naturel, important. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel, Anne-Laure, tu iras évidemment nous confirmer à quel point c'est naturel pour la Fondation d'être ici. Oui, tout à fait. Bah, déjà par notre histoire, puisque Jérôme et moi, on s'est connus dans ces locaux. Donc, d'accord. Il y a quelque part de... Voilà, on revient à la source. Et Didier, qu'est-ce que vous attendez de cette soirée? Je fais tomber mon badge. Pour moi, il y a 2 choses. Les rencontres improbables. Première chose, c'est-à-dire, nos étudiants, on pourrait croire, dans un environnement comme l'Akato, que les étudiants se ressemblent tous, sont tous pareils et autres. On travaille au quotidien pour qu'ils soient, entre guillemets, dans la rencontre de l'autre. Comment ils font société avec l'autre. On a mis en place depuis 3 ans le service learning, l'apprentissage par le service. Je donne toujours le même exemple, mais c'est très parlant. C'est un cours sur les droits de l'homme, sur les migrants, plutôt que de le faire dans un amphi comme celui-ci, d'avoir un cours très théorique. Ils vont travailler
avec des études, avec des avocats pro bono, ils vont aller au contact direct des migrants à Calais. Et tout le cours, il passe par la relecture de ce qu'ils ont vécu, que ce soit sur le plan théorique, que sur la relecture humaine. Et c'est ça, faire société. C'est ça aussi, ce sur quoi on travaille au quotidien, et c'est l'altérité, rencontrer l'autre. Non pas l'autre comme étant étranger, l'autre comme étant quelqu'un avec qui on construit quelque chose. Cette notion de bien commun. Et pour moi, c'est fondamental. Et dès qu'on voit un projet qui permet à des gens différents de travailler ensemble, de recréer du dialogue et du lien, on ne peut que accourir sur un projet comme ça. On dit, c'est comme ça qu'on refera la société de demain, quoi, et d'aujourd'hui. Alors, vous nous parlez de la joie du faire, Didier Payon, de la foi du faire, mais je voudrais qu'on se tourne vers Blandine Mullier. Parce qu'il faut poser, quand on décide d'organiser des choses comme ça, quand on décide de créer de telles initiatives, il faut un cadre structurel, il faut un cadre institutionnel, il faut créer une fondation. Et parfois, alors moi j'ai trouvé ça étonnant parce que je ne savais pas que ça fonctionnait comme ça, parfois il y a des fondations qui accompagnent des fondations. Et j'aimerais bien que vous nous décriviez un petit peu, en tant que présidente de la Fondation Entreprendre, comment est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce que vous faites? Et comment est-ce que vous intervenez auprès de la Fondation Jérôme Gaillet pour les accompagner, comme la Fondation Jérôme Gaillet peut plus tard accompagner les porteurs de projets? Tout à fait. La Fondation Entreprendre est née en 2008 dans l'idée de dire que l'entrepreneuriat est un outil merveilleux pour soigner les personnes et la société. L'entreprise est un outil merveilleux pour transformer la société. Donc vraiment, je commence par dire vraiment notre mission de fondation qu'on a souhaité reconnue utilité publique puis abritante pour aider d'autres fondations à travailler, c'est de dire, en fait, notre mission, c'est qui que tu sois, c'est-à-dire ton âge, ton genre, ton éducation, ta culture, égalité des chances entrepreneuriales. Donc, vous entendez derrière les bénéficiaires de la Fondation Jérôme Gaillet. Où que tu habites, ça veut dire dynamisation des territoires, égalité des chances dans tous les territoires. Là, c'est pareil, ça vous parle un peu ici aussi. Les projets accompagnés viennent un peu de tous les territoires, même si la Fondation Jérôme Gaillet a commencé sur son territoire et commence à s'ouvrir aussi. Donc c'est vraiment égalité des chances entrepreneuriales. On a le droit de passer par l'entrepreneuriat pour se soigner et soigner la société. Dynamisation des territoires, parce qu'il faut absolument qu'il y ait de l'entrepreneuriat et des entreprises partout dans les territoires de France. Et bien entendu, utile à la société, parce qu'on ne va pas porter n'importe quelle entreprise, n'importe quelle association qui accompagne les entreprises sous n'importe quel modèle. Parce qu'on veut vraiment avoir un impact sociétal, social et environnemental fort au travers des associations qu'on soutient. Donc, pour faire court, la Fondation Entreprendre accompagne des associations qui, elles, accompagnent tout le paysage dont je viens vous parler. Ça, c'est notre mission. On a 40 associations à peu près qu'on accompagne. Et quand la Fondation Entreprendre est devenue abritante, c'est parce qu'on a eu des entrepreneurs ou des personnes qui souhaitaient créer une fondation, mais pas s'occuper du back-office, pas s'occuper de l'administratif, etc. Et quand on a vu que, en fait, c'est pas nous qui avons sollicité la Fondation Jérôme Gaillet, c'est un collectif que vous avez ici dans la salle et sur scène, qui se sont dit, tiens, on cherche une fondation abritante pour développer l'entrepreneuriat. Mais je dis, venez, vous êtes le prolongement de nos bras. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas tout faire, et vous faites ce que nous, on ne fait pas. Et ensemble, on pousse le même sujet. Donc pour nous, c'est très important et très intéressant d'avoir des fondations abritées. Et nous, on s'occupe en tant que fondation recrutée publique et abritante de leur laisser tout le champ, tout le temps, toute l'énergie concentrés sur leur mission. Mais alors là, on a la chance d'avoir deux présidentes de fondation ce soir avec nous. Qu'est-ce qui parce que vous nous avez donné un petit peu le cadre des missions que vous vous êtes fixées, qu'est-ce qui, dans la Fondation Jérôme Gaillet, vous touche particulièrement ou vous intéresse particulièrement? Il y a quelque chose, qu'est-ce qui fait tilt chez vous quand vous rencontrez Anne-Laure et qu'elle vous dit abritez-moi, s'il vous plaît, Blandine. Alors... Ou occupez-vous du back-office dont je n'ai pas envie de m'occuper. Je ne sais pas comment Anne-Laure a présenté ça. Moi, c'est Anne-Laure et puis Nicolas et les enfants et Didier. Voilà. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille la matière entrepreneuriale. Et qui dit entrepreneuriat dit intérêt particulier, intérêt individuel. Qui dit fondation dit intérêt collectif, intérêt général. Et nous, on est garant de la limite entre l'engagement de l'intérêt général et l'intérêt particulier, parce qu'il faut de l'intérêt particulier pour avoir des personnes responsables qui prennent le sujet en main et qui les transforment. Voilà. Et donc, nous, en tant que fondation abritante,
on est fortement, et je parle aussi fortement sur cette fondation Jérôme Gaillet, qui accompagne des entrepreneurs sociaux qui sont impliqués dans la société avec la création d'emplois, mais avec un but d'intérêt général. Intérêt général dans l'insertion des personnes, mais aussi de la transformation environnementale et des produits et le sourcing. Et on va entendre parler de certaines associations, oui, parce que nous, on fait attention que ce soit des associations qui soient soutenues. Mais en fait, c'est des formes juridiques, ça nous est complètement égal. C'est la forme juridique. Le but, c'est l'action derrière. Sauf que l'État nous dit, c'est de l'intérêt général, il faut accompagner l'intérêt général. Donc nous, on est là-dessus. Et ce qui nous intéresse, c'est que nous, en tant que Fondation Entreprendre, on n'accompagne que des assos. Donc on ne peut pas, notre cap n'est pas d'accompagner les entrepreneurs sociaux que la Fondation Jérôme Gaillet accompagne. Ouais. Donc on est très content qu'ils le fassent. Ouais. Merci et beaucoup. Ils le font très bien. Merci beaucoup Blandine, merci beaucoup Anne-Laure et merci beaucoup Didier. Je suis désolé, ça va aller assez vite ce soir parce qu'on a beaucoup de gens à rencontrer et à vous présenter. Donc, un grand merci à tout à l'heure. À nos invités de ce premier plateau et on se retrouve tout à l'heure. Making Briefs. Alors, on a entendu parler d'engagement, de lien social, d'entrepreneuriat. Et pour ce nouveau plateau, on vous propose d'écouter un témoignage d'une structure particulièrement inspirante et d'avoir avec nous Vianney Poissonnier, qui est le fondateur de la bouquinerie du Sahar, qui est un projet qui a notamment inspiré l'idée même de la fondation Jérôme Gaillet, qui est un modèle d'insertion, d'impact social. On est très heureux d'avoir Vianney avec nous ce soir pour échanger. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous me dites si je me trompe. Vous êtes le cofondateur de la bouquinerie du Sahar, qui est une entreprise d'insertion qui propose à des particuliers et des entreprises un service de collecte de DVD, de livres, qu'ensuite vous restaurez, vous retravaillez, vous nettoyez et que vous revendez dans des boutiques que vous avez créées. C'est bien ça. C'est bien ça. Okay. En fait, notre vrai but, c'est de donner du travail à des personnes qui habitent dans les centres d'hébergement. Okay. Et pour faire ça, on a mis au point ce métier de collecte et de revente d'objets en tout genre, mais principalement des livres et des vêtements. Donc ça veut dire que les gens qui retravaillent les livres, les vêtements, les DVD et les gens qui travaillent dans les boutiques sont des gens que vous trouvez ou qui viennent postuler, mais qui viennent de centres d'hébergement ? Absolument. Et Vianney, est-ce que vous voulez bien nous dire un petit peu comment est né le projet de la bouquinerie, justement ? Comment on se dit un beau jour, tiens, allez, je vais monter une bouquinerie et aller chercher des gens dans les CH, dans les centres d'hébergement et les embaucher et on va monter ça ? En fait, l'idée de départ, c'est simplement une rencontre avec un... Mais on en revient à ce que disait Didier, la rencontre. C'est vrai que pour moi, dans ma vie professionnelle et personnelle, c'est hyper fondateur et clé dans tout ce qui se passe. C'est-à-dire tous déclenche depuis les rencontres. Je suis bien d'accord, Didier. Et là, encore une fois, c'était une rencontre avec Patrick Pailleux, l'ancien directeur de l'Abège, qui est un centre d'hébergement important ici à Lille. Et je m'inquiétais en fait d'un sujet qui était de savoir comment ça se fait que les personnes qui sont sans domicile à la rue mettent autant de temps à trouver une place d'hébergement. Et en fait, les centres d'hébergement sont saturés, à Lille comme ailleurs. Et en fait, pourquoi ? Parce que les gens restent dans les centres d'hébergement parce qu'ils n'ont pas de travail, donc ils ne peuvent pas trouver d'appartement. Donc voilà, c'est cette personne qui m'a dit « Vianney, si tu veux nous aider, crée une entreprise qui va donner du boulot à nos pensionnaires. » Et nous à Making Waves, avec Amélie, on a créé donc, par la radio un atelier chantier d'insertion, un ACI. Donc on a plutôt conscience des difficultés qu'il peut y avoir, de créer déjà de telles entités, de telles associations, et en plus les difficultés qu'on peut rencontrer aussi en interne. Parce qu'une fois qu'elles sont créées, une fois que l'idée est là, ça paraît simple, on se dit ok, on va mettre les gens au boulot, ça marche absolument jamais comme prévu. Alors j'ai envie de te demander, pas les échecs, mais qu'est-ce que c'est plutôt les grands défis et les grandes réussites où toi vraiment tu t'es dit ok, là on a réussi quelque chose ? C'est chaque année les réussites ou les échecs, mais en tout cas les parcours de vie qui peuvent être un petit peu déviés dans le bon sens, on espère, grâce au passage chez nous, comme chez vous, dans ces chantiers d'insertion ou ces entreprises d'insertion. Mais après, c'est sûr que c'est toujours mystérieux. Les raisons qui font qu'un parcours réussit au sens de la réussite qu'on peut avoir. Qu'est-ce qui fait que certains, ça se passe bien, d'autres, ça se passe moins bien. Ça, c'est un peu le grand mystère.
les premières années de notre activité, c'est vrai que ça m'énervait parce qu'on ne comprend pas forcément, on trouve un job et la personne finalement ne prend pas le job, démissionne. Enfin, il y a plein de comportements qui paraissent pas tout à fait rationnels quand on découvre ce secteur. Mais année après année, on apprend à comprendre les fragilités psychiques qu'on a tous. Et du coup, on est beaucoup plus. On apprend à comprendre l'immensité de ce problème, de refaire confiance dans les autres, de se refaire confiance en soi, et voilà, et de construire petit à petit, progressivement, un avenir plus stable qu'avant. Comme tu le dis, je trouve que c'est important de le souligner parce que c'est des problèmes qu'on ne voit pas au préalable. Parce qu'on se dit que ça va pouvoir marcher, on se dit que si on met un dispositif, une association, une entreprise solide sur pied, qu'elle va pouvoir embaucher des gens qui viennent de centres d'hébergement d'urgence ou qui viennent de milieux plus précaires ou plus difficiles, ça devrait rouler pour eux et ça devrait leur permettre de remettre un pied dans la société, de retrouver un travail plus tard. Et en fait, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment passer du temps. Nous, on a passé aussi énormément de temps à comprendre les mécanismes psychologiques qui faisaient que ces gens, à un moment, avaient peut-être besoin de plus de temps ou un accompagnement qui était moins classique que ce qu'on peut fournir habituellement. On peut même se retrouver à être maltraitant malgré nous, à vouloir imposer des solutions qui nous paraissent bien pour nous, mais en fait, qui n'arrivent pas au bon moment. C'est vraiment à chacun... c'est chacun qui sait ce qui est bien pour lui, et du coup progressivement on comprend qu'il faut se mettre dans une posture d'accompagnement, d'aider, de créer les conditions de la réussite possible, mais surtout pas d'arriver avec des solutions toutes faites qui ne sont de toutes les façons pas les bonnes pour la personne en question. Et justement, autour de toute cette complexité-là, et puis la complexité du modèle économique aussi à trouver, pour être toujours le funambuliste et trouver le juste équilibre entre la rentabilité de l'entreprise et l'accompagnement social, comment toi tu tiens dans les moments difficiles de porteur de projet, d'un projet d'insertion ? Moi, je dirais que j'avais une première carrière dans le monde classique de l'entreprise, donc c'était plutôt mon domaine de facilité, de mettre au point une organisation en rendant un service utile qui permet de bien le faire en dépensant moins d'argent qu'on en gagne. Ça, c'était plutôt ce pourquoi j'avais été programmé. Mais mon secteur de difficulté, c'était justement plutôt de découvrir tout ce monde de l'accompagnement. Et est-ce que vous auriez un conseil à donner à un porteur de projet ? J'ai réfléchi à la question parce que, merci, on m'avait passé les questions avant. Voilà, sur une radio, on dit pas ça peut-être. Pardon. C'est pas grave. Effectivement, moi, le premier truc pour moi, c'est ce qui est important pour moi, c'est de recruter les bonnes personnes, de s'entourer d'une bonne équipe et d'avoir un petit collectif avec qui c'est à la fois efficace de réaliser le projet, mais surtout agréable de passer ses journées, parce qu'on passe quand même beaucoup de temps dans le sujet. Et donc, quand on est avec des gens sympas, c'est plus facile, si on a des galères, de pouvoir se consoler. Et si on réussit des choses, de pouvoir le fêter ensemble. Donc ça, pour moi, c'est vraiment primordial. Après, bien sûr, le côté bien mettre en œuvre le projet économique de manière rationnelle pour que ça puisse progressivement trouver son équilibre financier, ça c'est important aussi. Je dirais que si j'avais des conseils à donner, ce serait plutôt vraiment d'aller provoquer les rencontres avec d'autres entrepreneurs sociaux expérimentés qui ont traversé les mêmes problématiques et donc qui peuvent avoir des témoignages intéressants. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Alors, encore une fois, désolé, on aurait vraiment des tonnes de questions à vous poser. On vous retrouve pour la conclusion. On m'a dit tout à l'heure, vous venez nous faire en fin d'émission une conclusion. Avec plaisir. D'accord. Merci. Donc, elle n'est pas préparée. Beaucoup, on ne l'a pas préparée ensemble avant. On peut... Mais merci beaucoup et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Alors, vous l'avez compris, l'idée de la soirée, de vous montrer, de vous rendre sensible, de vous rendre palpable, qu'est-ce que peut être un parcours d'accompagnement au sein de la Fondation Jérôme Gaillet. Donc, on va recevoir différentes personnes au cours de la soirée. On va avoir 6 plateaux. Là, c'était le deuxième. Pour traduire les différentes étapes
de l'accompagnement et de la manière dont fonctionnent en gros les différentes qualifications, les différents corps de métier auxquels elle fait appel, la Fondation Jérôme Gaillet. Donc pour ce troisième plateau, on va appeler Antoine Baffreau et Zora Hadou, qui sont là. Merci à Zora et Antoine de nous rejoindre. Donc, quand on commence effectivement le parcours d'accompagnement, enfin ça commence d'abord, avant l'accompagnement, par l'appel à projet. C'est la porte d'entrée pour tous ceux qui veulent rejoindre l'aventure de la Fondation. Et moi-même, je me rappelle d'avoir effectivement répondu à l'appel à projet de la Fondation Gaillet il y a quelques années maintenant. Et c'est les questions qui se posent autour de ça, c'est quels vont être les critères de sélection, comment ça se passe, qu'est-ce qui pousse un porteur de projet à répondre à un appel à projet d'une fondation, et quel est le processus. Je vais demander à Perrine et à Neige de nous rejoindre également, qui sont sur le pôle appel à projet au sein de la Fondation et qui vont pouvoir échanger avec nous sur cette étape. Alors Antoine, je vous présente rapidement, vous êtes le directeur de Chicon. Vous avez été le coordinateur national du relogement des réfugiés politiques. Vous vous êtes reconverti en pâtissier et vous vous êtes dit, ok, les deux sont intéressants, qu'est-ce que je fais, je ne sais pas quoi faire, je fais les deux à la fois. C'est à peu près ça. C'est à peu près comme ça que ça s'est passé. Et vous travaillez avec Chicon, grâce à Chicon, par Chicon que vous avez créé dans l'insertion par la cuisine. Zora, vous êtes la cofondatrice et la responsable ou la directrice de Fibrenco et vous êtes travailleuse sociale depuis 35 ans. Vous êtes encore travailleuse sociale ? Complètement, et vous êtes d'ici. Vous travaillez sur le territoire de la métropole de Lille. Merci beaucoup. Alors Perrine et Neige, j'aimerais vous demander qu'est-ce qui vous a motivé ou qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre le pôle appel à projet ? Bonsoir à tous. Donc moi, ça fait à peu près 4 ans, je pense que je suis dans la Fondation Jérôme Gaillet. Et ce qui est motivant, c'est deux choses principalement. La première, c'est la rencontre avec les porteurs de projets. La rencontre qui vient bousculer, la rencontre qui vient enrichir, parce qu'on rencontre des porteurs de projets qui sont des entrepreneurs à part entière. Ils sont animés par une flamme extraordinaire qui leur fait déplacer des montagnes. Et donc ça, c'est toujours très impressionnant. Et souvent, ça vient d'une histoire personnelle. Donc ça vient aussi nous toucher au cœur de les voir se bouger comme ça pour leur projet. Et puis, ce sont des entrepreneurs qui prennent des risques. Donc ça, moi aussi, ça vient m'impressionner. Parce que souvent, ce sont des entrepreneurs qui viennent quitter un travail salariés, installés, et qui viennent se lancer sur un projet et tout risquer sur un projet où parfois il n'y a pas encore de business model. Vianney, tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est un subtil équilibre entre rentabilité et impact social. Et puis un engagement auprès des autres qui est total, une notion de service aux autres qui, moi, vient me bousculer parce que j'ai une petite vie bien tranquille dans du salariat. Et donc forcément, ça vient beaucoup m'impressionner. Et puis ensuite, c'est la notion d'impact qui moi, me motive beaucoup. La fois l'impact de leur projet, c'est très concret. Il y a des personnes qui, concrètement, sont réinsérées, retrouvent un emploi. Et puis au-delà de ça, c'est un impact sur la société au sens large, parce que souvent, il y a une dimension durable dans les projets qui vient... Et il y a un vrai souhait de venir changer la société et d'impacter les territoires, parce que c'est des impacts au niveau local qui sont très forts. Voilà. Merci Perrine. Et pour toi, Neige, qu'est-ce qui t'a motivé à t'impliquer sur ce pôle-là ? Alors peut-être avant de parler du pôle, j'ai eu le désir de m'impliquer dans la Fondation au sens large, parce que je me sens proche de sa mission. De permettre à des personnes éloignées de l'emploi de retrouver un travail. C'est quand même fondamental, en fait, pour chacun, on va dire. Et puis aussi parce que j'ai une grande affection pour Jérôme, Anne-Laure et toute la famille Gaillet. Donc avant même de choisir ce pôle, c'est ça qui m'a
qui m'a donné cet élan. Et puis, en particulier pour ce pôle, c'est très proche de ce que vient de dire Perrine. C'est vraiment la rencontre avec... et puis, c'est hyper touchant parce qu'en fait, c'est ça, on vous voit tous aujourd'hui. Donc, on voit le chemin parcouru et ça, c'est juste magnifique. La rencontre avec ces porteurs de projets qui ont le feu et qui s'engagent dans des projets qui sont souvent triplement vertueux sur le plan social, écologique, solidaire, bien sûr, et terriblement efficace. Donc, chapeau. Merci Neige. Et est-ce que tu veux bien nous dire justement concrètement comment vous sélectionnez les projets? Comment est-ce que il y a un appel à projet avec une date butoir, des candidatures qui sont adressées, et qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe la seconde après la clôture de l'appel à projet? Ouais. Alors, donc on lance un appel à projet qui est partagé par notre excellente équipe de com sur les réseaux, entre autres. Nous recevons une vingtaine de projets, grosso modo. Nous les étudions avec Perrine et on est souvent assez en phase. Nous vérifions s'ils correspondent aux critères définis par la Fondation et nous faisons un premier tri. Ensuite, nous proposons au comité de pilotage de rencontrer les porteurs de projets qu'on a présélectionnés. Et nous sollicitons également l'éclairage de professionnels qui nous sont complémentaires, on va dire. Avec le comité de pilotage, nous faisons donc un deuxième tri et nous présentons les projets retenus ensuite au comité exécutif, auquel participe la Fondation Entreprendre avec Blandine que vous avez rencontrée tout à l'heure et avec plusieurs chefs d'entreprise dont plusieurs sont ici ce soir qui ont souvent un rôle de poil à gratter et qui ont du génie pour nous poser les questions que nous ne nous serions pas posées et parfois en 2 secondes il y a un projet qui tombe, c'est un peu vexant d'ailleurs parfois, mais c'est la richesse de l'équipe. Donc en fait, ils viennent nous challenger. Leur aide, elle est précieuse et pertinente. Et c'est le comité exécutif qui finalement vote et donne son accord ou pas pour l'accompagnement d'un projet. Merci beaucoup, Neige. On a la chance d'en avoir 2 avec nous ce soir, donc on va en profiter. Zora, tu peux nous raconter un petit peu la démarche? Qu'est-ce qui, toi, t'a motivé avec toutes les difficultés dont vous parliez pour créer Fibrenco, pour te lever un matin et te dire ok, je vais créer quelque chose à côté de mon métier ou sortir de mon métier pour faire autre chose? Ça s'est pas vraiment passé comme ça. Ça s'est plutôt passé parce qu'on observe tous les jours au quotidien les difficultés qu'en rencontrent les jeunes, puisque Fibreco est placé à côté d'une association qui gère aussi de l'hébergement, qui est Foyer de jeunes travailleurs, qui accompagne des jeunes en grande difficulté. Et parmi ces jeunes, un certain nombre de jeunes restent sur le carreau. Malgré toutes les démarches qu'ils peuvent être amenés à faire, ils n'arrivent pas à accéder à la formation ou à l'emploi parce qu'ils rencontrent des tas de difficultés, parce qu'ils ne passent pas les entretiens, parce qu'ils n'ont pas les niveaux, parce qu'ils ne savent pas se vendre, enfin bref, des tas de choses. Et donc, en observant cette flopée de jeunes qui n'arrivaient pas malgré les démarches qu'ils employaient, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de créer quelque chose. Et c'est là qu'est venue l'idée de créer Fibreco, parce que dans le cadre du foyer de jeunes travailleurs, on mettait en place beaucoup d'activités aussi, dans le but de créer du lien social, de leur ouvrir aussi un peu les œillères, et puis des tas de choses. Et dans ce cadre-là, on a mis en place un atelier bois pour justement créer différentes choses au sein de nos FJT. Et est née l'idée comme ça, puisqu'on a fait l'inauguration d'un certain nombre d'espaces qu'on avait aménagés. On a rencontré un vif succès et on s'est dit, voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'est cette activité-là qu'il faut qu'on propose aux futurs salariés, parce qu'aujourd'hui, à Fibreco, les jeunes qu'on accueille sont salariés. Et donc, on a créé effectivement un atelier chantier d'insertion qui crée du mobilier à partir de matériaux de récupération. Et donc, aujourd'hui, on embauche environ 27 salariés par an. Mais ça veut dire que tu as vraiment, en complémentarité de ton boulot de travailleuse sociale, tu t'es dit, OK, là, j'atteins une espèce de limite dans mon action, dans ce que je peux faire, et j'ai besoin de créer une autre entité qui va me permettre de réellement... Il y a eu un moteur comme ça ou quelque chose? Effectivement, ça c'est un point important. Je pense que très naturellement, je fonctionne comme ça, parce que c'est quand même les populations avec lesquelles on travaille qui nous amènent à toujours réfléchir. C'est eux qui nous suscitent toute cette grande curiosité si on souhaite porter le regard sur ces choses-là. Et ils nous amènent toujours à se dépasser, à essayer de réfléchir à ce qu'on pourrait imaginer, mettre en place, etc.
Et c'est à partir des difficultés que ces populations rencontrent qu'on est bousculé et qu'on se dit, là, il y a peut-être quelque chose à faire pour leur faciliter un peu leur parcours. Et très naturellement, je fais ça tout le temps, de toute façon, donc ça fait partie de mon ADN. Donc, je ne saurais pas vous dire, voilà, je pense que c'est tout simple, en fait. Et comment tu partages ton emploi du temps? Comment tu restes travailleuse sociale une part du temps et tu es directrice d'ACI le reste du temps? En fait, j'ai encore une part affectée à la partie hébergement et j'ai une grosse part affectée à la partie... Fibreco, je travaille pas seule aujourd'hui. Ça a été les premières années un peu compliquées parce qu'on était peu nombreux, un encadrant technique, moi sur plein de fronts. Puis là aujourd'hui j'ai Marine qui est là, qui m'accompagne, qui est mon bras droit à gauche parce qu'elle m'aide beaucoup sur plein de sujets. Et je la remercie d'ailleurs devant tout le monde. On te remercie tous. Un grand boulot et ça me fait du bien et ça nous a permis aussi d'aller au-delà et de développer des tas de choses. Parce que voilà. Et tu peux nous raconter en 2 mots qu'est-ce que vous fabriquez? Comment ça se passe? Alors du coup, on crée du mobilier à partir de matériaux de récupération, donc principalement de la palette perdue et de la palette hors norme, donc des bois nobles, qui sont le pin et le hêtre. Alors ce qu'on veut démontrer, c'est que on veut faire disparaître en tout cas la visibilité de la palette. Et l'idée, c'était de se dire d'emblée, ça a été un parti pris d'entrée de jeu, c'était de se dire, on utilise le matériau récupéré comme étant du bois. Et à partir de ça, comment démontrer, parce qu'on était sur 2 enjeux, à la fois insérer des personnes, les former, les qualifier, parce qu'aujourd'hui, on les forme et on les qualifie, ils ressortent avec des diplômes. Et puis, secondo, l'enjeu de l'économie circulaire est de démontrer à nos clients, multiples et variés, que l'économie circulaire est quand même un vrai sujet, un vrai enjeu et qu'il faut tendre vers ça et de démontrer que les mobiliers que nous on crée, ils sont durables, ils sont de qualité, ils sont beaux et puis il faut venir nous voir tout à l'heure. Alors, on va venir te voir tout à l'heure et on va passer de l'ébénisterie à la pâtisserie. Comment est-ce que ça marche? Comment ça se structure? Qu'est-ce que c'est, en quelques mots, Chicon? Chicon, ça part d'un triple postulat, donc 10 millions de tonnes de nourriture brute jetées par an, 5 millions de personnes concernées par l'aide alimentaire et les métiers de la restauration en tension, donc la nécessité de former du monde. On a pris ce triple postulat pour en faire un triptyque vertueux. Donc on récupère des invendus bruts, mais plutôt chez des grossistes. Le but ne va pas être de concurrencer les Restos du Cœur ou la banque alimentaire. On va récupérer des pièces de viande de plusieurs kilos, des palettes d'aubergines déjà flétries, des seaux de crème fraîche, des mottes de beurre de 25 kilos qu'on ne peut pas décemment donner à un ménage dans le besoin. On transforme tous ces produits à l'aide d'un public en insertion professionnelle, donc allocataire du RSA, en sortie de parcours carcéral ou en situation de handicap, pour remettre le pied à l'étrier à un public éloigné de l'emploi. Et ensuite, la dernière vertu, c'est la dignité par l'assiette. Les personnes hébergées dans des centres d'hébergement ont déjà accès à l'alimentation, mais c'est vrai qu'avec des prestataires habituels, avec des enveloppes réduites, c'est difficile d'avoir accès au bien manger. Comme nous, on a accès à des produits, soit de coopératives agricoles ou de produits restaurateurs, on transforme tous ces produits pour pas simplement donner les restes aux pauvres, mais améliorer les qualités organoleptiques des repas. On le voit, je trouve ça super impressionnant entre vous, Zora, Vianney tout à l'heure et vous, Antoine. Il y a un travail on récupère des choses. On récupère de l'existant que des gens ont laissé de côté à un moment de leur vie, que ce soit des livres, que ce soit des palettes, que ce soit de la nourriture, et on le retransforme parce que finalement, ça peut toujours servir. Nous, on ne travaille pas comme ça. Par exemple, on ne récupère pas des choses, on construit des choses qui n'existent pas, mais on ne récupère pas des choses. Et je trouve ça vraiment ultra juste dans la société aujourd'hui, qui est quand même une société de gâchis, de dire, tout ça, on va le retravailler et ça va mettre des gens au travail. C'était un de vos moteurs, ça, à tous les deux. Vous vous êtes dit, vraiment, on veut aussi recréer des cercles vertueux, des circuits qui permettent de retraiter des choses que des gens ont mis de côté. Oui, bien sûr. Effectivement, si pour moi la fondation première c'était l'insertion par la cuisine. Après ma reconversion, j'ai été pâtissier pendant 3 ans. J'ai bossé dans des restaurants aussi et là j'ai vu l'ampleur du gaspillage alimentaire. Donc cette
vertu, c'est rajouté après sur l'impact environnemental. Okay. C'était pas le projet à l'origine, mais effectivement j'étais un peu choqué et je savais qu'on pouvait effectivement mettre en place une économie circulaire à ce niveau-là. Vous, Zora ? Et donc, moi, c'est plutôt une sensibilité que j'ai à l'environnement déjà très naturellement. Et puis, dans le cadre de mes activités avant Fibreco, je faisais beaucoup d'accompagnement et je coordonnais les projets. Et dans ce cadre-là, je mettais beaucoup d'actions en place, notamment à partir du manger. L'alimentation, c'est un point de départ essentiel qui a amené effectivement, par exemple, la mise en place ou la création d'un poulailler, donc aller récupérer ses œufs, créer un potager, planter des arbres fruitiers. C'est toutes ces choses-là qui ont nourri en fait finalement la création de Fibreco. C'est la continuité en fait. Ça ne s'arrête jamais. Et sur ce chemin qui ne s'arrête jamais, comment est-ce que vous avez rencontré la Fondation Jérôme Gaillet ? Alors, la Fondation Jérôme Gaillet, donc nous, on travaille en réseau sur le territoire. Ça, c'est une grande chance. On s'entraide énormément. Et donc, c'est grâce à Recycle-moi. Puisque nous, on avait des besoins, il est là-bas, Antoine. Et donc, c'est grâce à Recycle-moi, parce que parfois, on échange, on rencontre, tout à l'heure, on disait que des structures comme les nôtres, elles n'ont pas toujours des facilités, en tout cas tous les jours, à exister. On se bat quotidiennement, parce qu'il faut toujours équilibrer financièrement. Donc, on a souvent des besoins liés au fonctionnement, des besoins liés à l'investissement. On avait un gros besoin ces 2 dernières années. En échangeant, il y a Simon qui me disait écoute, il y a la Fondation Gaillet, je peux t'envoyer le lien, etc. Et c'est comme ça que je vais être en lien avec la Fondation. Et je suis très ravie de voir. Excusez-moi, je fais une petite. J'ai trop envie de le dire parce que voilà, il faut savoir qu'en fait, je les vois là. Je suis un peu émue du coup. Je vais verser des larmes. Mais excusez-moi. C'est la première fois que je les vois en fait en physique. Et donc voilà, je suis très ravie. Merci Zora. Ouais, merci beaucoup. Témoignage très touchant de Zora. Et vous, Antoine, vous auriez peut-être des exemples concrets de la manière dont la Fondation, à un moment, vous a donné un coup de pouce, vous a accompagné, vous a aidé à aller plus loin ? Oui, complètement. C'est vrai que quand j'ai eu cette idée de développer Chicon, il y a à peu près 2 ans, idée que je trouvais excellente, mais sur le papier, mais je partais de rien, je n'avais pas de partenaire, et il fallait ce premier partenaire qui allait être un appel d'air à tous les autres derrière, et qui est aussi le plus difficile à trouver parce qu'on a juste une bonne idée sur un papier, et c'est difficile de trouver une structure qui nous fait confiance et qui nous donne des ailes pour la suite. J'ai découvert la Fondation parce que nous avions des valeurs qui semblaient communes, donc l'impact environnemental, l'insertion par le travail, et la Fondation avait déjà soutenu des projets qui avaient quelques similitudes avec le mien, notamment les cuisines de Jeannette, d'Amblin. Donc j'ai découvert cet appel à projet. En dehors de la dotation de 10 000 € qui est vraiment conséquente déjà en début d'activité, j'étais vraiment à la recherche d'un accompagnement pour poser les bonnes bases d'une structure. Les bonnes fondations, sans mauvais jeu de mots, de notre organisation. Donc l'accompagnement des 2 mentors qui est toujours vraiment précieuse. Qui ont des réflexes du privé que moi j'avais pas nécessairement, et comme j'avais l'ambition d'atteindre un équilibre économique assez rapidement, j'ai pu beaucoup m'inspirer de mes 2 mentors et également des experts, notamment de Marie, grâce à qui on va recruter notre premier contrat en parcours emploi compétences, un contrat que je ne connaissais pas, donc merci beaucoup. Et finalement, même cette mise en relation avec les autres porteurs de projets, parce qu'il y a beaucoup de connivence, de valeurs communes. Je suis ravi de rencontrer Zora parce que nous, on a plein de palettes dont on cherche à se débarrasser dans la restauration. Donc on ira faire des petits allers à Roubaix. Antoine, merci. Zora, merci. Neige, Perrine, merci beaucoup pour la Fondation. Ah,
Ah, attendez, encore un mot. Il y a Neige qui voulait dire un petit mot avant qu'on... Encore un mot, Neige. Puisque vous êtes tous là, on en profite. On a un appel à projet en cours et qui, en fait, maintenant, ils sont lissés sur toute l'année, mais on a quand même 2 périodes de sélection. Et la période actuelle se termine fin octobre. Donc, si vous connaissez des porteurs de projets pépites, hein, vous avez compris, je vous dis en 2 mots les critères: entrepreneuriaux, innovants, plutôt de création, plutôt en phase de lancement, Hauts-de-France ou Île-de-France. Et vous avez bien compris ce qu'a dit Blandine, d'intérêt général, ce qui fait que souvent, comme à la bouquinerie du Sar, il y a un peu une double structure, association et entreprise. Et ben voilà, si vous connaissez ce type de projet, surtout dites-le nous, parce que nos critères sont assez sélectifs et donc c'est pas si simple de trouver tous ces projets qu'on rêve d'accompagner. Donc merci pour votre aide. Merci beaucoup. Merci à vous tous nos invités de ce premier plateau sur le pôle appel à projet. Donc une fois que les projets sont sélectionnés, ils rentrent dans une étape, ça sera notre 4e plateau. Il s'agit d'avancer main dans la main avec la Fondation, de créer des outils, d'imaginer des formes de soutien et de donner de la confiance. C'est une étape charnière pour chacun des projets, on l'a vu et on va encore le voir. Pour en témoigner, on va recevoir Antoine du projet Recycle-moi, avec différentes intervenants de la Fondation, Marie, Pauline, Vincent et Emmanuel. Bienvenue à vous sur notre plateau. Second plateau sur l'accompagnement. Antoine, vous êtes ingénieur réemploi, co-directeur de Recycle-moi, passionné de mécanique cycle depuis le plus jeune âge et vous êtes notamment en charge chez Recycle-moi du développement et de l'amélioration du process du réemploi des vélos. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. C'est ça. C'est à moi, pardon. C'est à moi. Pauline, grosso modo, l'accompagnement, est-ce que tu peux nous décrire dans les grandes lignes, on est déjà un petit peu en retard, donc dans les grandes lignes, comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que vous vous lancez? Comment est-ce que vous commencez? Comment est-ce que vous vous appréhendez, finalement, j'ai envie de dire? Ça marche, je vais être rapide du coup. Pas trop mais en 2 mots, l'accompagnement donc, démarre par... Après l'appel à projet, on signe une convention qui décrit une convention d'accompagnement, en fait, tout simplement. Et on démarre sur un accompagnement pour 18 mois. Donc, c'est un accompagnement qui prend 2 formes. Une dotation financière de 10 000 euros, donc qui est ouverte au moment du démarrage du projet. Et surtout, un accompagnement par 2 mentors. Les 2 mentors, comme Anne-Laure l'a dit, on vise un binôme parce qu'on pense que c'est encore plus riche d'avoir un homme et une femme. Et puis, on le choisit en fonction des besoins, des premiers besoins exprimés par le porteur de projet. Et donc, on vise à trouver des personnes qui sont complémentaires. C'est très, très souvent le cas. Parfois, c'est plus soft skills et compétences métiers, entre guillemets, mais on trouve toujours une bonne alchimie. Et ces mentors-là, ils s'engagent à voir les porteurs de projet environ 1 fois par mois sur toute la durée du projet. Donc, ils adressent les besoins tels qu'ils arrivent et donc en se structurant au fur et à mesure. Et nous, de la part de la Fondation, ce qu'on propose, c'est on est à disposition. On est à disposition des mentors s'ils ont besoin d'échanger, s'ils ont des besoins en particulier et à disposition évidemment des porteurs de projets. On fait un accompagnement sur les 18 mois. On a une réunion de lancement qu'on souhaite avoir en présentiel parce que c'est bien aussi de créer le lien en visu, en fait, tout simplement. Et puis nous, côté Fondation, on a moins l'occasion de voir les porteurs de projet, les mentors. Un point au milieu du projet pour savoir comment ça se passe et puis un point pour finaliser l'accompagnement. Donc là, je vous parle du niveau 1 d'accompagnement. C'est le niveau vraiment par lequel on commence. Voilà. Antoine, ils sont là ce soir, vos mentors, les mentors que vous avez eus? Ouais, ils sont là. Emmanuel et Amélie, que je remercie. Vous pouvez nous raconter le Recycle-moi, un petit peu, comment ça s'est créé, d'où part l'idée, en fait, de quelle impulsion? Recycle-moi, c'est un projet associatif qui est fondamentalement tourné vers le vélo et vers l'humain. Et qui se base sur un constat, c'est le moment des chiffres. On jette 1,5 million de vélos tous les ans en France. Okay. Et on considère que la moitié sont réparables. À côté de ça, c'est aussi un métier en tension. On cherche beaucoup de mécaniciens et de mécaniciennes vélo. Il y a un grand besoin de mobilité accessible. Et les ateliers associatifs autour de la MEL se sont coordonnés pour développer un outil à très grande échelle pour traiter le sujet des vélos.
pour que ces vélos qui soient jetés ne soient plus jetés, soient considérés non pas comme de la ferraille, mais comme des objets qui ont un effet levier sur la vie des gens. Donc Recycle-moi a été créé fin 2022, l'atelier physique a été lancé en 2023, et l'objectif c'est de réemployer un maximum de vélos, donc à grande échelle. Donc on collecte, on réemploie et on redistribue des vélos, tout en formant des personnes via l'insertion professionnelle. Et ça, encore une fois, oui, à grande échelle, en s'appuyant sur plein de partenaires pour la collecte et la redistribution des vélos. À ce jour, on a collecté presque 6000 vélos, ça fait 78 tonnes de vélos, et on en a remis en circulation 2600. Donc on est vraiment à grande échelle. Voilà. Ça veut dire, ils sont quoi, les 4400 vélos qui restent, ils sont entreposés en attente de réparation, tout ça ? Ils sont envoyés à l'autre bout du monde. Ils sont envoyés. Non, c'est pas vrai du tout. Je rigole. Ah non, parce que non, mais tu pourrais imaginer quelque chose où tu envoies des vélos complètement réparés, tu les renvoies. Non. Une partie des vélos que l'on collecte servent pour les pièces. Trop abîmés. Ah ouais. C'est ça. Trop compliqués à réparer. Donc on les récupère. Ils servent de donneurs d'organes. Ils sont très très utiles. Très utiles. On fait aussi de la chirurgie. Ouais. Mais voilà, pas avec les mêmes normes sanitaires que dans un hôpital, mais on fait quand même de la chirurgie, on récupère les bonnes pièces qui serviront à faire d'autres vélos. Ouais, voilà. Okay. Et la redistribution dont tu parlais, c'est quoi ? Nous, on va s'adresser à toute structure ou personne qui a besoin de vélo, besoin de mobilité accessible et mobilité durable. Donc c'est des structures, par exemple, en 2 ans, on a distribué 700 vélos pour l'apprentissage du vélo dans les écoles, ce qu'on appelle le savoir rouler à vélo. L'idée, c'est qu'au collège, les enfants aient appris les bases du vélo. Donc, dans les écoles, il y a aussi des vélos qui partent pour des opérations humanitaires. On a envoyé des vélos au Maroc après le séisme. On a envoyé des vélos en Ukraine. Parce que, quand les routes sont abîmées, le vélo reprend le dessus. Quand il y a des pénuries d'essence, le vélo, ça devient aussi un super moyen pour se déplacer, pour aller aider des gens. Donc, voilà. En fait, partout où les vélos peuvent être utiles. Et puis, monsieur et madame tout le monde peuvent aussi acquérir des vélos. C'est aussi notre objectif. Il faudrait organiser un Tour de France, tu vois, une espèce de Tour de France alternatif, parce que le Tour de France est devenu tellement pointu au niveau technologique, il y a tellement de problèmes avec le matériel utilisé, avec les coureurs, que vous devriez presque, tu vois, faire un Tour de France avec des vélos et montrer la capacité de ces projets-là. Franchement, on en rêve. Mais on a d'abord pensé au Paris-Roubaix, parce qu'on est à Roubaix. Enfin, là, on est à Lille, mais vous êtes à Roubaix. Oui, Recycle-moi est à Roubaix, dans une ancienne usine textile. Ouais. On a des liens très intéressants avec la mairie de Roubaix qui nous soutient, qui héberge le projet au sein des manufactures Tissel. Mais on pourrait imaginer un Paris-Roubaix. Nous, on est à côté de Paris, on vous invite. On fait la moitié du chemin avec vous. Et on peut même mettre une radio. On fait les commentateurs sportifs. Faire un vélo cargo radio. On va y réfléchir. Franchement, on va y réfléchir. Merci Antoine pour ce témoignage, et c'est hyper inspirant évidemment. Et c'est sans doute des choses et des sujets aussi que tu as pu aborder avec les mentors qui t'ont accompagné dans le cadre de l'accompagnement de la Fondation Jérôme Gaillet. Et j'en profite moi pour saluer Rhonda et Jean-Benoît qui sont les mentors qui m'ont accompagné, qui nous ont accompagnés à Making Waves. Et c'est des oreilles attentives, bienveillantes, qui sont hyper précieuses quand on est la tête dans le guidon, sans mauvais jeu de mots te concernant. Je confirme. Du coup, on a le plaisir d'avoir Emmanuel avec nous, qui est bénévole au sein de la Fondation, mentor sur le projet d'Antoine. Et on va te passer la parole. Alex, peut-être je te laisse... Peut-être, ça serait bien que tu cadres, toi, quelle est ta profession ? Comment est-ce que tu es arrivé dans la Fondation, pour que tu nous dises d'où tu pars avant ta rencontre avec Antoine ? Ok, super. Écoutez, moi, je suis dans la vente depuis une vingtaine d'années pour un groupe industriel. Pas de vélo, donc je travaille dans le privé, comme tout le monde. Et puis, j'avais toujours eu un manque. Je ne voulais pas faire que travailler dans le privé. Et en fait, j'ai rencontré la Fondation Jérôme Gaillet grâce à mon frère qui est présent ici ce soir, il y a 3 ans, parce que j'ai d'autres engagements. En fait, je suis président d'une asso sur Villeneuve d'Ascq qui s'appelle Cœur à Cœur, et on soigne les gens par le cheval. Ça s'appelle de l'équithérapie. Et je cherchais un modèle différent pour présenter notre AG. Donc il m'a dit, viens voir. Et donc il y a 3 ans, je suis venu voir. J'ai réfléchi, je me suis dit, quand même, là, il y a pas mal de choses. Là. Les étoiles sont bien là. Et donc, j'ai contacté Amélie, et puis on a fait une proposition pour devenir mentor. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que ça t'apporte ? Ça modifie toi-même ta pratique professionnelle ? Ça change des choses de
travailler, parce que tu bosses dans le secteur international. Non, pas local. Hein, local, donc, industriel, en tout cas. Mais industriel. En fait, c'est une question d'organisation, en fait. Je crois que c'est ouvert à tout le monde. Moi, j'ai la chance dans mon travail de finir assez tôt le soir, ce qui fait que ce que je n'ai pas le temps de faire pour l'asso, ou très tôt le matin, voilà, j'arrive à me dépatouiller pas mal. Et c'est surtout qu'on se voit entre midi et 2, en fait. Donc là, on se voit effectivement une fois par mois, ou un peu plus, parce qu'il y a d'autres activités qu'on fait en parallèle, mais voilà. Mais c'est quelque chose sur lequel on se tient. Et en fait, avec Antoine et Simon, ils nous proposent d'aborder des thèmes sur lesquels on réfléchit ensemble. On essaie d'avoir un moment de réflexion avant avec Amélie, ou après, on n'a pas les réponses tout de suite. Soit beaucoup d'écoute et on essaie le maximum de conseils. Alors soit c'est nous qui donnons les conseils, ou alors après on fait appel à des experts de la Fondation, ou par d'autres, il y a pas mal de biais pour trouver des gens pour accompagner des assos, en fait. Voilà. Et avant de passer la parole à Antoine, j'ai une dernière question pour toi. Est-ce qu'on a une chance de te voir sur un vélo dans le Paris-Roubaix qu'on est en train d'organiser avec sans Antoine? Aucun doute, sans aucun doute. Ouais. Ça pose pas de problème. Ça pose pas de problème. Super. Et Antoine, du coup, comment tu qualifierais ta relation avec Emmanuel et ce mentorat? Excellente. Franchement, le mentorat a eu un effet levier impressionnant sur notre projet, sur notre association. On a osé choisir des batailles. Oser choisir. Parce que quand on est porteur de projet, parfois, j'ai l'impression qu'il y a tellement d'entrain, tellement d'énergie qu'on veut tirer dans tous les sens de peur de louper une opportunité. Et du coup, Emmanuel et Amélie nous ont aidés à faire bien ce qu'on sait déjà faire pour déjà valider certaines choses et ensuite, peut-être un jour, développer des idées qu'on a mis au frigo en attendant, au congélateur pour certaines. Et ça, c'était vraiment important. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, je dirais que les mentors nous ont aidés à accélérer sur des sujets stratégiques, là où on tardait un peu à prendre des décisions, parce qu'on n'était pas sûr de nous. Sur le recrutement. Aujourd'hui, avec notre encadrant technique, on forme un trio incroyable, super solide. D'enfer. Un trio d'enfer. Et c'était pas gagné. Il joue vraiment là aujourd'hui le rôle de clé de voûte du projet. C'est lui qui, au quotidien, forme les personnes en parcours d'insertion, les volontaires en service civique, les stagiaires, les bénévoles. En 2 ans et demi, on a quand même accueilli une 30aine de personnes. C'est lui qui est sur le terrain, qui est aussi sur le terrain pour redistribuer les vélos, qui est au volant de notre camion pour aller collecter les vélos. Donc je lui fais un gros big up à Pierre-Jean. Voilà. Et c'est grâce au mentor qu'on a pu créer ce trio aussi solide. Voilà, merci. Ouais, donc je vois que comme à nous, le mentorat t'a bénéficié à toi directement, mais aussi à toute l'équipe de la structure, parce que derrière, c'est des conseils, des regards, des préconisations qui ont un impact direct pour l'ensemble du projet. Oui, tout à fait. Un vrai effet levier auprès de l'équipe, mais derrière aussi un effet levier sur les financements. Là, sur le coup, vraiment le financement et le mentorat de la Fondation Jérôme Gaillet qui nous aide à trouver d'autres financements pour aller plus loin et réaliser d'autres projets qu'on avait dans les tiroirs. Donc là-dessus, waouh. Merci. Wow, merci beaucoup. Il y a 2 niveaux d'accompagnement dans la Fondation Jérôme Gaillet. Il y a un premier niveau d'accompagnement, comme vous l'avez décrit, et il y a un deuxième niveau d'accompagnement qui, quand les choses fonctionnent, quand les batailles, comme vous l'avez raconté, sont choisies, et quand on décide d'y aller, il y a des nouvelles choses qui apparaissent, des choses qu'on maîtrise moins, des ratages, des choses que potentiellement on peut individuellement faire progresser. Donc les choses se précisent dans le rapport entre les associations et la Fondation, et c'est ça qu'on voudrait explorer maintenant avec Amélie Billot, qui est donc la cofondatrice de Making Waves, et Marie et Vincent. Alors, Marie-Vincent, est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots comment se passe, à quel moment, déjà peut-être on décide qu'on va passer sur les 18 mois en deuxième phase d'accompagnement, qu'une équipe, qu'un projet, qu'une association est assez mûre pour passer en phase 2?
Déjà, c'est à l'issue des 18 mois, quand les 18 mois se sont éteints, puisque c'est convenu dans la convention que l'accompagnement se termine au bout de 18 mois. Nous proposons en fait aux porteurs de projets, à chacun des porteurs de projets, de continuer l'aventure de l'accompagnement. Donc on leur propose et on leur soumet un petit questionnaire, voilà, un nouvel appel à projet en version light, pour redécrire la situation dans laquelle ils sont, leurs besoins, leurs souhaits. Et donc c'est assez formel. Et là, on doit revalider de notre côté cette nouvelle demande. Et ensuite, on revalide avec eux également les besoins dont ils font, qu'ils expriment en termes d'expertise, et on valide ensemble en fait ce lancement du nouvel accompagnement. Mais ce qu'il faut dire, c'est que, alors généralement, quasiment tous répondent présents. Alors ils ne sont pas obligés de renouveler cet accompagnement, c'est ce qu'on leur propose. Ouais, tu sens qu'il y a un besoin. Alors on sent qu'il y a un besoin, mais avant tout, il y a une envie réciproque de continuer surtout l'aventure ensemble, puisqu'il y a vraiment un lien qui s'est créé, c'est un lien réel, personnel, où la Fondation comme les porteurs de projets ont envie de continuer. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place ce nouvel accompagnement de niveau 2, en fait, qui exprime aussi le besoin d'aller plus loin sur certains sujets. C'est ce que tu exprimais, c'est que pendant 18 mois, les mentors ont vraiment accompagné le porteur de projet dans tous ces questionnements. Et souvent, au bout des 18 mois, ce qui est souvent le cas, le projet a évolué en bien, il a progressé, le porteur de projet a progressé. Et en fait, dans le niveau de la structuration, on voit qu'il y a des besoins souvent très spécifiques, un peu plus particuliers, qui n'ont peut-être pas toujours été adressés, mais qui permettent vraiment de stabiliser la structure et d'aller sur des points vraiment précis. Et c'est pour cela qu'on a proposé cet accompagnement au niveau 2 pour adresser ces points d'expertise bien particuliers sur des thématiques bien particulières. Ouais, en fait, je me suis trompé parce qu'il arrive au bout des 18 mois. Parce que nous, la chose s'est passée tellement naturellement. Tu vois, on a vu que les besoins se transformaient complètement. C'est-à-dire, quand on vous a connus, il y avait Amélie et moi. On était deux. Et quand il y a 30 personnes de plus, c'est d'autres ennuis. C'est d'autres sujets. Vous êtes passé à une étape supérieure que toute entreprise rencontre. C'est tout à fait normal. Et comment ça marche pour toi, Vincent? Comment tu arrives, tu ne connais pas l'association quand elle passe en phase 2, tu découvres l'association. Comment ça marche? Alors, notre joyeux pôle expert opère en binôme. Donc je collabore avec Fabienne, qui est donc la sœur de Jérôme, et qui est à Paris. Et moi, ça va être les assos qui sont à Lille. Et donc, on part du besoin. Effectivement, à partir d'un besoin précis. Donc, je vous donne des exemples. Pour Fabienne à Paris, c'était avec, par exemple, Making Waves. C'était un coaching RH. Pour Bons et Rebonds, c'était l'installation d'un nouveau logiciel financier. Pour Ombline, Cuisine de Jeannette, c'était refondre mon catalogue de confitures pour mieux la présenter à des distributeurs. Et pour Risport, c'était par exemple, je veux mettre en place des formations que je peux aller vendre aux entreprises. Donc c'est ça les besoins des associations. Donc nous, une fois qu'on a ce besoin, on les aide parfois à prioriser. J'ai bien aimé ta remarque, on fait aussi ça. Et après, nous, notre rôle, c'est d'aller chercher les experts. Fabienne et moi, c'est notre rôle. Ça, c'est mon job. Et donc, par exemple, sur Risport, j'ai pensé à Denis, que je connaissais un petit peu. Et donc, c'est Denis qui a pris Risport et qui les a accompagnés pour ce sujet formation, à les aider à formaliser. Et donc, nous, donc là, je fais un petit appel à candidature à experts. Parce que la première étape, c'est qu'on va chercher des experts dans notre réseau. Donc, si vous avez une expertise pointue, que vous avez envie d'aider les assos sur des sujets précis, venez nous voir avec Fabienne et je vous aurai l'honneur et le privilège de rentrer dans notre fichier Excel Powered by AI, c'est-à-dire Fabienne et moi. Et ça, c'est la première étape. Et on est aussi engagé dans le pôle expert parce que si on ne trouve pas parmi nos experts, on a de la ressource. On peut faire appel, parce que je vois, il y a Swazik qui est là-bas, on peut même faire appel à tous les experts de Technologie, je pense qu'ils en ont 300. Donc avec ça, on devrait quand même trouver. Et si jamais on ne trouve pas, on a également, donc là je ne vois pas, mais je crois qu'il y a Hubert qui devait venir de Passerelle et Compétences. Voilà, Hubert qui est là. On a aussi un partenariat qu'on est en train de tisser avec Passerelle et Compétences en disant, si on ne trouve pas parmi tout ça, on peut aussi faire appel à Passerelle et Compétences, dont c'est le métier. C'est une association qui fait ça très bien, qui va chercher des bénévoles experts pour aider les associations sur tout type de sujet. Donc on est très engagé sur le résultat.
Et dernier point, sur finalement le pourquoi on fait ça et pourquoi ça les aide, ça va, je pense que c'est ce que tu disais, c'est ce que vous dites, ce que j'ai entendu en témoignage, c'est qu'on on aide les associations à se professionnaliser. Je pense que ça aurait beaucoup plu à Jérôme. Et un point que je voulais vous partager également, c'est que sur les 10 000 € qu'on donne, nous, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est d'inciter les associations à utiliser 50% du budget pour des prestataires vraiment très compétents. Je vous donne un exemple. Pour un site internet, c'était Remise en Jouet. Je pense à eux. Bon, oui, nos experts, ils vont être bons pour aider à mettre sur les bons rails, aider à préciser le besoin. On ne va pas forcément avoir les gens pour faire dans notre réseau. Donc, quand il y a besoin d'un freelance, on incite les associations à utiliser une partie du budget, genre de 50%, pour payer des freelances qui vont vraiment faire le job dont ils ont besoin. Et on voit dans la première phase à quel point les mentors, Antoine l'a dit, tout le monde l'a dit en fait, les mentors sont totalement, ça a été la même chose chez Making Waves, décisifs. C'est-à-dire qu'à un moment, en termes de réflexion, de structuration, parce qu'on brasse large, comme vous le disiez, quand vous voyez entre midi et 2, finalement, on parle de tout. J'ai envie de dire, pas seulement de points précis, de points de détail de la structuration de l'association, de la réflexion sur les produits ou les productions. Nous, ça nous a par exemple énormément aidé de verbaliser, de dire qu'est-ce qu'on veut pas, parce que parfois, même individuellement, c'est super difficile. Et la phase 2 intervient de manière beaucoup plus, on va le voir avec Amélie, beaucoup plus chirurgicale. C'est-à-dire que vous brassez plus des possibles pour les refermer derrière, pour choisir ses batailles et choisir vers quoi on va aller. Tu arrives à mesurer, toi, un petit peu les impacts de ce que vous produisez quand tu vois, vous intervenez comme ça dans une association. Quel type de problème, comment est-ce que vous les réglez, qu'est-ce que ça provoque derrière ? C'était pas prévu cette question, mais non, elle n'était pas. Pardon. L'impact. Non, mais c'est simple. C'est est-ce qu'ils sont contents ou pas. C'est très simple. C'est est-ce qu'ils sont contents, est-ce qu'on les a aidés. Enfin, nous, c'est ça le sujet. Hein. Et puis après, est-ce qu'ils reviennent avec des sujets, des questions. C'est juste ça. Est-ce qu'on vous a aidé à régler votre problème, hein. Eh ben, on va demander. Je te propose à Amélie, voir si c'est effectif. Comment qu'est-ce que tu attends, toi, par exemple. Je me permets de te tutoyer parce qu'on travaille toute la journée ensemble. Qu'est-ce que t'attends de Vincent ? Alors on va tout. Non, qu'est-ce que t'attends de cette deuxième phase maintenant qu'on arrive à un niveau de structure qui est plus important quand on s'est rencontré ? Qui est plus le même que celui qu'il y a quelques années. Ouais, effectivement, déjà la première chose que j'attendais de cet accompagnement 2, c'était déjà que l'histoire avec la fondation ne se termine pas. Ouais. C'était la première chose, c'était que ça continue. C'est-à-dire que c'était ce que je disais au séminaire d'équipe la semaine dernière, c'est qu'on a fini le chapitre 1 et là on ouvre le chapitre 2. C'était qu'en fait on a fini le chapitre 1 avec la fondation et on ouvre le chapitre 2 de notre histoire avec la Fondation Jérôme Gaillet et que Making Waves, effectivement, s'est développé ces dernières années, notamment avec tout le travail de l'équipe, les mentors dont on parlait juste avant qui nous ont accompagnés. On a professionnalisé notre structure, on est maintenant une 30aine de personnes, on a levé des fonds, on a des investisseurs qui accompagnent le projet depuis le mois de mars. Donc on passe une autre étape, clairement. Et comment on fait en sorte que cette structure-là qui se développe, qui se déploie, qui grossit, comment on fait en sorte que ce ne soit pas un château de cartes qui, à un moment donné, risque de se casser la figure et de tout tomber. Et donc moi, j'apprends aussi un nouveau métier. Hein. Moi, au départ, j'étais porteuse de projet dans le secteur associatif et je me retrouve co-directrice d'une PME avec 30 personnes, des investisseurs et des essaimages d'antennes dans plusieurs régions. Donc derrière, comment moi, je reste alignée entre mes valeurs, le projet entrepreneurial et que je ne deviens pas schizophrène avec des choses qui me semblent être pas compatibles alors qu'elles le sont complètement. C'est ce que je suis en train d'apprendre grâce à Marie-Lise. Et ça, c'est hyper précieux d'avoir ce regard-là et cet accompagnement-là. Et comment derrière, je traduis ça concrètement dans un organigramme. On était, comme le disait Alexandre, 2 en 2019. Aujourd'hui, j'ai des enjeux d'antenne, j'ai des enjeux de fonction support, de pôle programme, etc. Comment je traduis ça dans un organigramme, comment je structure mon équipe. Et ça, c'est Pauline qui, je ne vois plus Pauline dans la salle, mais qui est quelque part par là. Ah bah là, parce que tu es avec nous là sur la... Pardon, je te cherchais du regard, c'est parce que tu es là. Donc voilà, et c'est Pauline qui m'accompagne là-dessus. Donc merci beaucoup Pauline, et c'est évidemment très, très précieux. Et la dotation financière qui est reconduite sur l'accompagnement de niveau 2, elle est évidemment aussi très importante.
importante parce qu'on grossit, donc on a des nouveaux besoins d'investissement en matériel, effectivement d'avoir des prestataires qui vont venir professionnaliser aussi et mettre au niveau, là où on est attendu maintenant, des supports de com par exemple, effectivement. Donc voilà, c'est ça, cet accompagnement d'eux, c'est ça qui nous permet aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous donner en 2 mots les angles que toi, tu as choisis pour donner des exemples très concrets aux gens sur quoi l'équipe de la Fondation intervient? Oui, bien sûr. Ça, on l'a travaillé avec Fabienne, effectivement, pour identifier quels étaient nos besoins aujourd'hui. Et effectivement, il y avait ce besoin-là aujourd'hui de savoir quelle est ma posture de dirigeante aujourd'hui. Qu'est-ce que j'incarne, où est-ce que je me situe dans le projet. Ça n'est évidemment plus du tout le même endroit que celui qui était en 2019 où voilà, j'étais le couteau suisse qui faisait tout, qui gérait tout, les projets, etc. Aujourd'hui, j'ai de moins en moins la tête dans les opérations et de plus en plus sur des rendez-vous en cabinet ou des choses comme ça. Bon, voilà, du coup, comment je reste alignée avec ce que je suis. Et ça, c'est très précieux d'être accompagné là-dessus. Comment nous aussi, Alex, toi et moi, on crée un binôme de co-direction d'une structure qui grossit. Comment on manage une équipe alors qu'il y en a qui sont au siège, qui sont dans des antennes, il y en a qui sont en mission à l'étranger. Comment on garde l'ADN de ce qu'est Making Waves en ayant un impact plus grand, parce qu'évidemment, ce n'est pas la croissance pour la croissance, mais c'est qu'in fine, comment est-ce qu'on peut aller encore un peu plus loin dans le nombre de personnes à qui on passe la parole, concrètement. C'est ça qui nous anime. Et puis, l'autre enjeu, c'était effectivement celui qu'on travaille avec Pauline. Comment tout ça, je le mets dans un organigramme. Quelles vont être mes fonctions qu'il faudra que je recrute en priorité, où est-ce que je vais les placer, qui encadre qui, moi où je me situe là-dedans, et comment effectivement un codir, qu'est-ce que c'est qu'un codir, comment on l'anime, qui dit quoi, qui fait quoi, c'est toutes ces questions-là qu'on traverse aujourd'hui. Merci beaucoup, merci à tous. Alors, 5e plateau. Pour clôturer ce parcours, on va prendre des nouvelles d'un projet accompagné par la Fondation depuis quelques temps. Au-delà du lancement, ce qui compte, c'est de voir grandir ces initiatives et de pouvoir mesurer leur impact. Alors, on reçoit Xavier du projet La Pioche et Stéphane Neige qui avait accompagné ce projet. Bonsoir. Bonsoir Xavier. Bonsoir Stéphane. On peut les applaudir. Xavier qui est en train de nous rejoindre. Voilà. Pour ce nouveau plateau, effectivement, on va prendre des nouvelles d'un projet de La Pioche porté par Xavier. Le premier. Bienvenue Xavier. Ouais, avec plaisir. Donc Xavier, tu as grandi dans un quartier populaire que tu as tout fait pour quitter et gagner correctement ta vie dans un milieu des affaires. Et puis retour au bercail, parce que le sentiment et la conviction que des personnes qui subissent leur vie et qui sont démunies d'accès à l'emploi, c'est quelque chose sur lequel on doit agir. Et que tu avais cette conviction forte. Et tu diriges aujourd'hui la structure que tu as créée avec les habitants, qui s'appelle La Pioche, qui est une EBE, entreprise à but d'emploi. Et on est ravis de t'avoir avec nous pour que tu nous racontes en quelques mots. Est-ce que tu veux bien nous dire quel est le projet de La Pioche ? Merci. Le projet de La Pioche, c'est de laisser s'exprimer des gens qui ne sont pas visibles, qui n'ont pas le choix, qu'on ne considère pas et en qui on ne fait pas confiance. Ce que je raconte avec La Pioche, c'est ma vie. C'est ce que je ressentais, c'est tous les plafonds de verre que j'avais au-dessus de moi. Et c'est le fait qu'il y a une sorte de malédiction qui fait que quand on est dans un quartier HLM, en grandissant avec des minima sociaux, on a à peu près un peu plus de 80% de chances de finir comme ça, pareil. Et moi, j'ai tout fait effectivement pour quitter ce quartier. Je me croyais sauvé en faisant des études. Je me suis lancé dans le droit des affaires, dans l'expertise comptable. Je voulais être un super homme d'affaires. Et puis, je me croyais sauvé. J'avais mon premier boulot dans un cabinet d'expertise. Et puis, je me suis senti très bête parce que la première semaine, déjà, je me suis rendu compte que c'est pas du tout ce que je voulais faire. Et j'avais arrêté de réfléchir finalement pendant des années. Et alors, je me suis rendu compte que c'est très résumé, mais j'étais là pour
pour améliorer la situation, pour rendre encore plus riches des gens qui avaient déjà plein de sous. et je me suis rendu compte que je pouvais servir à autre chose, que ce n'était pas l'essentiel dans la vie. Et ce quartier, effectivement, j'avais tout fait pour quitter, hein, parce que je me croyais, je croyais que j'avais pas de possibilité là-bas, mais finalement j'y suis revenu pour dire, mais en fait je peux revenir pour changer les choses, et je peux porter maintenant que j'ai plein d'idées et que je vais arrêter d'essayer de faire comme tout le monde. J'avais pas de métier qui m'intéressait, j'ai inventé mon métier, ça n'existait pas quand j'ai grandi, une épicerie solidaire, l'économie sociale et solidaire, des entreprises à but d'emploi, c'était de la science-fiction. J'ai fait plein d'économies, mais j'ai jamais appris l'économie solidaire. Et puis finalement, je me suis servi de tout ce que j'avais en moi, dans mon cœur, dans mes tripes, et pour porter ce que j'aurais voulu avoir pour moi et ce que je veux laisser comme possibilité à ceux qui grandissent et qui grandiront comme moi. Voilà. Merci. Et aujourd'hui, vous en êtes où avec la pioche? Alors, on a fait du chemin, parce que quand on a commencé à être accompagné, on a commencé à être accompagné par la Fondation Jérôme Gaillet, c'était la première année, c'est en 2020 quand ça se lançait. J'avais monté mon association depuis quelques temps, mais on était une petite asso et j'avais 4 salariés. J'étais très content déjà d'avoir donné de l'emploi à 4 personnes. Aujourd'hui, on est 54. Il y a 50 personnes de plus. Bravo. Et peut-être tu peux nous dire concrètement quels sont les métiers exercés au sein de la pioche? Qu'est-ce qu'une épicerie solidaire? Qu'est-ce qu'une entreprise à but d'emploi? Il y a 3 pôles. Il y a un pôle alimentaire. La première idée, c'était qu'est-ce qu'on fait, Antoine en a parlé, qu'est-ce qu'on fait de tout ce qui est gâché. Moi, c'était pas... La première idée, c'était même pas de faire de l'insertion, c'était de dire mais comment est-ce qu'on arrive à faire une seconde distribution digne, qui ne soit pas du caritatif, où ce soit de la solidarité, où on reçoit les gens, on dispose d'un magasin, on fait un lieu chouette où on se sent bien, et les gens viennent choisir. Quand moi j'ai passé ma vie dans les Restos du Cœur, dans les Secours Pop, tout ça. Alors heureusement qu'il y a ça, mais c'est de la survie. Moi je voulais plus que de la survie, je voulais qu'on garde ses choix de vie. Donc un pôle alimentaire avec une épicerie solidaire qu'on a montée, avec d'autres services autour. Il y a un relais poste, il y a un petit bar qui fait de la petite restauration, il y a des échanges de savoir. Il y a un pôle support, parce qu'on a monté nos propres services administratifs. On a appris à des gens à faire de la compta. Du coup, ça a servi. Ça a servi de faire de la compta. Je l'ai appris à d'autres. Un pôle RH. Du coup, on a appris à faire des bulletins de paie, tout ça. Et on l'apprend aux gens qu'on embauche sans condition, en fait, sans compétences. Et on a lancé un pôle mobilité avec la Fondation. On a lancé un pôle qui avait 3 axes. Un pôle pour s'occuper des voitures et proposer des solutions de mobilité dans les centres-villes et réduire l'usage du véhicule individuel. Un pôle pour promouvoir l'usage du 2 roues, des cycles et des trottinettes. Et un pôle pour aider les piétons qui sont en perte d'autonomie. Voilà. Super. Et les personnes qui sont embauchées au sein de la pioche restent dans l'entreprise à but d'emploi le temps qu'ils le souhaitent. On est sur des contrats... Comme d'habitude dans tout ce que je fais, je veux laisser le choix. Donc ils font ce qu'ils veulent. Voilà. En général, c'est le fil rouge. Je veux redonner de la liberté aux gens. Donc ils arrivent dans l'entreprise, ils sont recrutés, ils sont embauchés sans condition. La condition, c'est d'avoir envie de rejoindre une activité qui a du sens pour eux. Ils sont embauchés en CDI. J'ai la chance de pouvoir faire ça, parce que c'est une expérimentation nationale. J'ai entendu qu'il y avait des ACI, ils font pas ce qu'ils veulent non plus. C'est des contrats qui sont limités dans le temps. Là, c'est une expérimentation qui me laisse la possibilité d'embaucher des gens en disant tu feras ce que tu voudras, l'activité que tu voudras, tu choisiras ton volume horaire, et en plus, si tu veux rester, tu peux rester, mais si tu veux construire un projet professionnel, nous on te forme, on te donne tout ce qu'il faut pour que tu puisses aller ailleurs. Merci. Et donc, dans l'accompagnement qu'il y a eu par la Fondation Gaillet, toi, ça t'a permis... quels ont été les apports clés pour toi de la Fondation? Alors, les apports, c'est toujours de ne pas se sentir complètement dingue quand on a un projet qui, encore une fois, moi je fais rien comme tout le monde, qui ressemble à rien qui existe, ou pas grand-chose.
J'ai besoin d'en parler pour qu'on me dise là tu vas trop loin, là tu as raison, là tu devrais un peu aménager, là tu devrais pas le dire comme ça parce que les élus vont mal le prendre. Il y a eu des gros épisodes avec les élus locaux qui parlent pas le même langage que moi. Ils parlent moins avec leurs émotions. Donc ils parlent avec leur programme et puis les prochaines élections. Et donc c'est intéressant et c'est vital de ne pas être tout seul dans cette aventure et de bénéficier de l'expérience de personnes qui ont déjà traversé pas mal de choses et qui ont connu des réussites et des difficultés aussi. Et c'est bien parce qu'on ne se ment pas, en fait, on se dit qui on est, comment on ressent les choses et qu'est-ce qu'on veut faire. Et c'est toujours bienveillant. Moi, je peux toujours tout entendre pourvu que je sens que la personne n'est pas en train de vouloir critiquer ou détruire, parce qu'il y a du monde pour détruire les projets, et je pense à tous les porteurs de projets. En général, on n'ose pas en parler au départ parce qu'on est trop fragile pour le défendre, et il ne faut pas grand-chose pour qu'on se démobilise. Être porteur de projet, c'est rassurer les gens toute la journée en disant ça va marcher, et puis rentrer chez soi le soir en disant mais comment je vais faire. Comment on va faire c'est ça. Et Neige et Stéphane, j'ai envie qu'on se tourne vers vous parce que c'est quand même, j'imagine, traverser un projet comme ça, rencontrer Xavier, réfléchir avec lui sur qu'est-ce que peut devenir, qu'est-ce que peut faire la pioche. C'est humainement, professionnellement, t'en as parlé aussi Xavier, émotionnellement quelque chose. Qu'est-ce que vous tirez, qu'est-ce que vous gardez, vous, de cette expérience de mentor ? Alors, d'abord un souvenir du monde de l'entreprise privée, du toujours plus rentable, du toujours plus vite, qui rencontre le monde du temps long, du temps de l'accompagnement, du temps de l'humain et de la patience finalement. Et en fait, c'est un vrai choc des cultures. Donc c'est incroyable de se retrouver effectivement face à des rythmes où nous, toutes les semaines, on a nos projets, nos comités de pilotage, etc. etc. Et puis de se retrouver en se disant tiens, mais par quel bout on va le prendre ? Ah oui, mais tu comprends Stéphane, c'est le temps de la patience, on intègre quelqu'un qui était éloigné de l'emploi, eh bien on va mettre 3 mois pour lui permettre effectivement de retrouver l'habitude de se lever pour arriver à l'heure au travail, etc. Et c'était incroyable en termes de choc des cultures quand on rencontre effectivement des porteurs de projets comme Xavier. Neige ? Oui, moi ce qui m'a marqué chez toi, Xavier, c'est ton parcours et notamment le fait que tu ne te contentes pas de ta propre réussite sociale, mais que tu retournes te mettre au service et t'engager auprès des personnes qui n'avaient pas ta chance. Donc ça m'a vraiment beaucoup touchée. Ta personnalité de feu, ta détermination, ton audace et ta patience. J'avais le même mot en moi avec les personnes éloignées de l'emploi, où c'est vrai qu'une fois que tu as fédéré ton équipe, c'était pour le projet Altermobilité, donc qui était la branche mobilité dont tu viens de parler, cette patience, c'est moi qui me disais mais quoi, attends, ils ont cette chance mais ils viennent pas. Et toi tu disais mais c'est normal. Et ta patience ou pas avec les politiques, ça c'était quand même autre chose. Et tes convictions chevillées au corps qui m'ont effectivement beaucoup touchée. Et puis aussi, je pense que peut-être pour moi, mais pour nous deux, ça a été une plongée directe dans le monde de l'insertion et de ses enjeux, parce que c'était le lancement de la fondation, et en fait, c'était l'un des 2 premiers projets qu'on a accompagnés, et donc ça permettait de rencontrer concrètement toutes ces problématiques, et toutes ces joies aussi. Je me pose une question en vous écoutant, mais comme on n'a pas de temps, on ne fait pas une thèse, antithèse et synthèse. On ne fait pas un cours de philo. Mais dans ce que tu dis, Stéphane, sur le choc des cultures et les rapports complètement différents que tu entretiens, toi, avec ton milieu professionnel, qui est sur un temps hyper rapide, un temps qui demande de la réussite quasi permanente, tu vois, et à côté de ça, toi qui travailles sur un temps long, qui répare des choses, qui répare des gens, ça va durer des mois, tu peux pas avoir tous les jours, toutes les semaines, tous les mois des résultats comptables clairement. Est-ce que vous avez l'impression qu'en tant que mentor, presque comme si Xavier à un moment devenait à son tour votre mentor, vous retirez quelque chose qui modifie vous-même vos pratiques professionnelles de cette rencontre que vous avez eue ensemble ? Alors rapide. C'est une évidence. J'ai envie de dire c'est une évidence, c'est que effectivement jamais je pourrais faire ce que fait Xavier.
C'est presque une vocation, c'est un sacerdoce et il faut une patience, un engagement qui est assez incroyable et pour lequel j'ai énormément d'admiration. Et à la fois, je me dis, nous on vient pour apporter un certain nombre de sujets, mais Xavier nous a évidemment enrichis sur sa vision des choses, sur sa vision du monde, sur sa vision de l'autre. Donc c'est évident qu'à la fin d'une expérience comme celle-là, on peut se poser la question effectivement en disant mais qui a mentoré qui finalement, qui a accompagné qui, parce qu'on ressort franchement grandi d'une histoire comme celle-là. Hein. Demande-lui 10 000 €. Voire, tente. Bonne idée, ça. Neige, je te voyais hocher la tête. Oui, je rejoins complètement ce que dit Stéphane. C'est sûr que j'ai eu la sensation de recevoir beaucoup plus que ce qu'on a pu t'apporter, même si on arrivait humblement comme un colibri. Mais vraiment, merci, parce que je pense que ça nous a profondément transformés. Merci Xavier. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci. Alors, il faut imaginer que tout ce qu'on raconte ce soir, rien ne serait possible s'il n'y avait pas des donateurs qui permettent de financer les actions et de donner vie à tous les projets qu'on a vus ce soir. On reçoit avec nous maintenant pour ce dernier plateau Nicolas et Gaëtan Mullier qui sont là pour nous en parler. Merci de nous rejoindre. Nicolas, donc, tu es responsable du pôle donateur au sein de la Fondation. Et Gaëtan Mullier, vous êtes donateur et soutien de la Fondation depuis ses débuts. Merci à tous les deux d'être là. Nicolas, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est le rôle du pôle donateur ? Alors, le rôle du pôle donateur, déjà, on peut remercier Jérôme parce que de son vivant, il était extrêmement généreux, il donnait beaucoup de son temps. Et Jérôme, souvent, je le surnommais le bon tuyau, le bon contact au bon moment. Donc, il a aidé beaucoup de personnes de son vivant. Et puis, après qu'on a lancé cette idée de fondation, il y a beaucoup de gens qui l'avaient aidé, qui ont eu un élan de générosité qui était incroyable. Et tous ces gens que Jérôme a aidés, grâce à tous ces dons, vous voyez aujourd'hui, ça a permis d'aider beaucoup de porteurs de projets. On a vu quelques-uns ce soir. Et nous, notre rôle au pôle donateur, déjà, c'est de conserver cette flamme, parce que ça fait maintenant déjà 6 ans que Jérôme est parti. Et puis aussi, d'informer régulièrement nos réseaux donateurs. Donc ça, c'est en lien avec le pôle communication. Donc Jean-Baptiste Gaillet, qui est avec moi dans le pôle, a beaucoup insisté pour qu'on fasse des vidéos pour monter ce qui se passe concrètement dans les projets, donc pour que les donateurs se rendent compte concrètement qu'est-ce qui se passe avec tous les dons qu'ils font. Et aussi, on organise tous les ans un événement à Paris pour nos donateurs. On est accueilli par Blandine et son équipe, donc à Fondation Entreprendre à la filature. C'est toujours un moment très, très chouette, alors en plus petit comité, et qui permet aussi aux donateurs de rencontrer des porteurs de projets, des bénévoles. Et puis il peut aussi susciter des nouvelles vocations. Et puis aussi, on essaie de maintenir un lien régulier avec nos donateurs. Attention, il y a un événement qui va venir, est-ce que vous pensez être là, etc. Parce l'équipe de communication, on voit beaucoup d'emails. Alors après, des fois, ça va dans les spams et compagnie. Donc avec Jean-Baptiste, on s'assure d'envoyer des emails plus personnels afin que les gens soient au courant. Merci. Là, tu es au cœur de la générosité et de l'engagement. Comment des personnes vont donner de leur personne et de leurs moyens pour accompagner des porteurs de projets. Est-ce qu'il y a quelque chose, toi en particulier, qui te touche dans ce pôle-là, au contact tous les jours avec cet aspect-là du don ? Oui, parce que le don, c'est les porteurs de projets, pour eux, c'est très très important. Donc au départ, on s'était dit, tiens, quel montant on va donner par défaut ? On dit, tiens, pourquoi pas 10 000 €, c'est un chiffre rond. Puis on ne se rendait pas compte si c'était beaucoup ou pas pour les porteurs de projets. Et puis, quand tu viens du monde de l'entreprise, tu ne te rends pas de compte. Et puis à chaque fois, on se rend compte qu'on a accès au compte des associations. On voit ce que donnent les autres fondations. Et 10 000 €, c'est quand même déjà un beau don par rapport à des fondations qui sont bien plus connues que la Fondation Jérôme Gaillet. Donc ça, de voir tout ce que ça permet de résoudre concrètement chez les porteurs de projets, pour nous, c'est une grande récompense. C'est souvent des choses très pratiques. J'ai besoin d'une étagère, besoin d'un frigo, j'ai besoin de... c'est beaucoup des choses très pratiques, mais qui leur permettent d'avancer concrètement en parallèle de tout le conseil, tout l'accompagnement qu'on fait à côté. Gaëtan, pourquoi vous avez choisi d'aider la Fondation Jérôme Gaillet ? Pourquoi cette fondation spécifiquement ? Alors, tu l'as bien pointé, Nicolas. Jérôme, c'était un formidable entrepreneur et un entrepreneur généreux. Et il m'a accompagné dans mon entreprise, dans la transformation digitale de mon entreprise. Et donc, il s'est développé. C'était un créateur de liens aussi. Et donc, on a développé un lien d'amitié. Et donc, j'ai naturellement soutenu au départ. Et je dois dire que je suis très content que Jérôme continue d'exister, d'être parmi nous grâce à la Fondation. Et donc ça, c'est très motivant.
Et ensuite, je pense que, enfin, je sais pas vous, mais ça donne envie de donner tout ce qu'on entend aujourd'hui. Et j'ajouterais que la qualité et l'engagement des personnes actives dans la Fondation fait qu'on peut donner en toute confiance. Nos fonds seront bien employés puisque les projets sont sélectionnés et accompagnés. Et donc, c'est un gage de confiance. Nicolas, vous avez un mot, vous aussi, à faire passer pour les donateurs potentiels? Oui, mais on peut souligner aussi tout le travail formidable de l'équipe de Blandine qui est là, Fondation Entreprendre, puisque pour chaque projet, à chaque fois, comme le disait auparavant l'équipe appel de projet, il y a un comité de validation où tout d'abord l'équipe de Blandine regarde est-ce qu'effectivement le projet est cohérent, est-ce que ça correspond aussi aux exigences fiscales de l'administration, parce qu'il y a des projets qu'on trouve exceptionnels, extraordinaires, des porteurs de projets incroyables, on dit mais il faut absolument les soutenir, et puis après l'équipe de Blandine nous fait revenir sur terre des attentions fiscalement, voilà, il faut que ça reste déductible. Il y a en effet des règles très spécifiques. Voilà, puis il y a des règles qui évoluent en permanence, puis là on voit qu'il y a un nouveau budget qui est en train d'être négocié au Parlement, et voilà, on ne sait pas ce qui va ressortir aussi, voilà, donc ça change en permanence, l'équipe de Blandine nous accompagne là-dessus, de façon à s'assurer d'une part que vos dons soient bien déductibles, et aussi que l'argent soit bien utilisé, et voilà, en tout cas, l'équipe de la Fondation Entreprendre, c'est un soutien extraordinaire pour nous. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci beaucoup à tous Merci les pour deux. votre travail. Avant que Vianney nous rejoigne pour la conclusion, on va peut-être, si vous avez une ou deux questions à différentes personnes que vous auriez vues ce soir sur les différents plateaux, c'est le moment. Anne-Laure et Nicolas seront à nos côtés. En tout cas, voilà, sur ce dernier plateau, c'est vous nos invités. Si vous avez des questions, des remarques, on vous passe le micro très volontiers. Ouais. Alors, quels sont les projets accompagnés cette année? Est-ce que Nicolas ou Anne-Laure pourraient nous dire un petit mot sur les accompagnements en cours? Alors, il y a des accompagnements de niveau 1. Alors là, je regarde l'équipe accompagnement. Qui est encore niveau 1 aujourd'hui? Voilà. Antoine. Et il y a Recycle-moi, donc ils sont encore niveau 1. Et après... Le nouveau cycle, un nouveau cycle à Paris. Pour niveau 1. Et niveau 2, aujourd'hui, on a la remise en jouet qui, malheureusement, ce soir ne pourrait pas être là. La cuisine de Jeannette. Cuisine de Jeannette. Avec Ombline. On va bientôt accoucher. On a aussi Pierre. Making Waves. On a la chance d'être dans l'accompagnement de voilà, Pierre. Making Wave. Voilà, exactement. Les délicieux ketchup pesto. Juste après. Voilà, les bons et rebons. Et c'est tout. De toute façon, voilà. Oui, sur le site de la Fondation, voilà, on a à peu près 8 projets actifs actuellement. Vers les projets qui sont accompagnés. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais on est une joyeuse équipe d'une bonne dizaine de projets encore en cours. Voilà, puis on a un appel à projet qui est actuellement en cours jusqu'au 31 octobre. Donc si vous souhaitez postuler ou si vous connaissez personne qui souhaite postuler, c'est jusqu'au 31 octobre. Et après, il y a Neige et Perrine qui vont étudier les dossiers très, très précisément. Et Catherine, si tu veux en savoir plus sur les projets, tu peux aller sur le site de la Fondation et tu verras, il y a des petites vidéos qui hyper vivantes, qui te font un plongeon immersif voilà, pour les découvrir de l'intérieur. Et puis tu peux rencontrer ceux qui sont là, évidemment. On sera évidemment ravis de discuter juste après pour les personnes qui le souhaiteraient. Voilà, bien sûr. Est-ce qu'on a une autre question ou une autre personne qui souhaiterait intervenir? Ouais. Alors, donc le nombre de projets en moyenne... Si vous pouvez venir devant, peut-être. Une vingtaine, nous dit Neige, une vingtaine de projets déposés et pour une sélection de 3-4 projets sur... voilà, 3-4 projets sont... Merci Alex. Voilà, je pense que tu viens de le dire.
3-4 projets sont présélectionnés et ensuite présentés au comité exécutif qui valide le soutien de 2 à 3 projets. C'est bien ça, par cohorte. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors sur la question des cofinancements, alors la question du coup concerne plus directement les porteurs de projets sur la question du cofinancement, sur le soutien de la fondation et sur... aussi faire du mentoring. Les autres fondations, par exemple. Oui, c'est ça. Certaines le proposent, mais pour être très honnête, pour avoir eu l'accompagnement de plusieurs fondations, celui proposé par la Fondation Jérôme Gaillet est vraiment très fort et très engagé. Et il y a très peu de fondations qui ont un niveau d'accompagnement de ce niveau-là. Je crois qu'on peut le dire, pour être assez clair, une des 2 personnes qui nous a mentorés est rentrée dans le CA de Making Waves et on a vraiment envie les liens ont été tellement costauds, amicalement, humainement et professionnellement, évidemment, ou professionnellement en premier, que voilà, l'histoire continue aussi à travers la structure. Et c'est le cas dans beaucoup des projets qui ont été soutenus et qui continuent d'être soutenus. En fait, les mentors, très souvent, rentrent au conseil d'administration. Ou deviennent présidents et présidents. Voilà, on a deux cas de mentors qui sont devenus présidents-présidentes de l'association qu'ils accompagnaient. Voilà, donc c'était pas du tout prévu au début, mais voilà, c'est Jérôme qui nous a inspirés. Et voilà. Et c'est vrai que la première fois que la question s'est posée, on s'est dit, mais au fait, est-ce qu'on fait bien de le faire? Qu'est-ce qui pourrait nous aider dans cette réflexion? Je me souviens effectivement de la question qui s'était posée quand on avait en effet proposé à Jean-Benoît d'intégrer le conseil d'administration de Making Waves. Est-ce qu'une dernière question? Est-ce qu'il y a un super cocktail qui vous attend derrière? Donc je pense que tout le monde a faim et soif. Alors on passe à la conclusion de Vianney. Merci à tous. Vianney, on va peut-être... voilà, super, merci. Vous passez le mot de la fin pour qu'on clôture cette soirée émission ensemble. Moi, j'ai été bluffé aussi par Making Waves. Merci de nous accueillir. J'ai découvert votre activité ce soir. Merci beaucoup, Vianney. Après, le mot de la fin qui m'a bien plu aussi, c'était celui de Gaëtan et Nicolas, de dire ce qui peut être chouette maintenant, c'est de faire des dons à la Fondation Jérôme Gaillet. Il n'y a pas d'applaudissements. Merci. Fanny me disait essaie de relever un peu les mots forts de la soirée. Donc voilà, je vais essayer de me prêter à l'exercice. La première chose, moi je me dis vraiment, qu'est-ce qu'on a de la chance de vivre ça. On a de la chance d'être réunis par notre goût de l'humain, tous ici, et de vivre ce qu'on vit, avec bien sûr nos fragilités et nos difficultés, chacun, bien sûr. Dans les différents points qui m'ont marqué ce soir, j'ai entendu parler, bien sûr, beaucoup de projets, de belles rencontres, d'émotions, merci, j'ai envie de dire d'amour, par pudeur, ça n'a pas été trop dit, mais c'est l'amour qui transparaissait dans toutes nos discussions et nos échanges. L'impact social, les vélos, le travail, la joie, la bonne alimentation, les waves, les bonnes ondes, la liberté, avec Xavier, voilà, plein de bonnes choses qui me donnent envie de dire vraiment merci à Fanny, à Nicolas, à Anne-Laure. Merci beaucoup à la Fondation Jérôme Gaillet. Bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup Vianney pour ces mots de la fin. Et on se retrouve juste à côté pour poursuivre nos discussions autour d'un verre. À Merci. Making Waves.